Strauss, la persécution et l'art d'écrire. Présentation. L'ouvrage dont nous présentons la traduction est peut-être le plus célèbre de Léo Strauss. Pourtant, en dépit de cette célébrité, il est peu connu. Strauss présente ici pour la première fois, et de façon à la fois très claire et très générale, ses découvertes concernant l'histoire de la philosophie, tant du point de vue de la méthode que du point de vue du contenu. Cependant, ce livre n'est traduit en français que depuis 30 ans, après sa parution, que plus de 30 années après sa parution, et plus de 40 ans après que l'article qui lui donne son titre eut paru. Sans doute ne faut-il point épiloguer sur ce retard qui prive si souvent le lecteur français de bien des textes importants parus à l'étranger. Car après tout, à côté de la cause ordinaire de la négligence des textes étrangers par les Français, le repli sur soi, s'il y a une cause supplémentaire, qui tient à l'attitude générale des universitaires envers l'œuvre de Strauss ou au caractère paradoxal de cette dernière, avouons qu'il est étrange qu'un penseur connu depuis les années 30, qui n'a pas cessé jusqu'à sa mort de produire des textes dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont originaux, comparés aux productions courantes de l'intelligentsia occidentale, et dont l'influence est considérable, bien que souterraine, soit à la fois relativement connu de nom et étrangement méconnu de fait. Beaucoup de spécialistes de sciences ou de philosophie politique connaissent Strauss et citent ponctuellement en particulier droit naturel et histoire. Mais en fait, peu d'entre eux ont lu convenablement ses autres livres et même cet ouvrage mieux connu. Cette résistance spécifique est assurément un signe de l'importance de la pensée de Léo Strauss, qui va à contre-courant du mouvement de la modernité, c'est-à-dire des opinions les plus largement répandues aujourd'hui. Les textes qui composent ce recueil ont tous été publiés pour la première fois entre 1941 et 1948. Il se situe donc au moment où Léo Strauss, dans la quarantaine, installé depuis peu de temps aux États-Unis, commence à généraliser les recherches qu'il a entreprises sur le problème des rapports entre la religion, la politique et la philosophie, en se penchant tout particulièrement sur Spinoza et sur Hobbes, et sur les philosophies médiévales juives et musulmanes. Cela donne ce livre qui sera suivi de droit naturel et histoire, et de qu'est-ce que la philosophie politique. 3 ouvrages qui constituent à nos yeux la présentation et la synthèse des recherches de l'auteur en ce qui concerne la tradition et la philosophie. 3 ouvrages qui constituent à nos yeux la présentation et la synthèse des recherches de l'auteur en ce qui concerne la tradition et la philosophie. La persécution et l'art d'écrire se composent de 2 chapitres introductifs ou généraux, et de 3 chapitres qui mettent en application les principes de lecture définis dans les 2 premiers chapitres. Peut-être faut-il dire quelques mots de ce que l'on retient de ce livre après une première lecture. Nous avons tout d'abord le sentiment d'avoir affaire à un esprit d'une puissance exceptionnelle. Strauss est impressionnant par son érudition, par la finesse de ses analyses, par leur rigueur et par l'originalité de ses analyses et de leurs conclusions. Il est capable d'envisager aussi bien la philosophie musulmane, la philosophie juive que la philosophie chrétienne dans leur rapport spécifique avec les communautés politiques, c'est-à-dire avec les communautés humaines qui les acceptent plus ou moins bien. Il passe des textes anciens aux textes médiévaux avec une facilité et une culture dont il est difficile de trouver des équivalents. Il connaît le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, sans parler des langues modernes. Surtout, il est capable de faire travailler sa prodigieuse érudition et son ouverture passionnée aux problèmes fondamentaux sur les textes qu'il analyse. En outre, si impressionnantes que soient ses analyses, elles ne laissent pas d'avoir un aspect extérieur dépourvu de tout effet. Cet ouvrage, comme les autres ouvrages de Strauss, est un ouvrage de commentateur, un ouvrage d'historien de la philosophie. C'est même, d'une certaine manière, un ouvrage de méthodologie historique. Autrement dit, nous ne trouvons rien de prime abord dans ce livre, et encore une fois, c'est une caractéristique de toute l'œuvre de Strauss qui pousse à l'enthousiasme et à la passion aveuglée, ces choses si agréables de prime abord à la jeunesse et au grand public. On a souvent dit que son œuvre était difficile, rebutante, rébarbative, et pourtant, ce livre, et cela vaut tout particulièrement pour ses analyses introductives, est très clair et très suggestif. Le silence à son propos s'explique peut-être par cette clarté, nous dirions même plus, par son immédiate utilité. C'est parce que cet ouvrage offre des règles simples, claires et opératoires
pour comprendre un texte du passé que les tenants des interprétations universitaires qui font aujourd'hui autorité ont fait silence sur lui, car il manifeste très clairement la rigueur de la pensée de Strauss et des conclusions qu'il faut en tirer au sujet de bien des opinions reçues aujourd'hui. En ce qui concerne les analyses qu'il développe, plus elles sont méditées, plus elles sont lues soigneusement, plus la pensée au sens fort qui les habite apparaît dans toute sa force, dans sa complexité, dans son brio et dans son éclat. En un mot, plus on se plonge dans ces textes âpres et sans effet, et plus on découvre des choses merveilleuses, extraordinaires, bien susceptibles d'éveiller la passion de comprendre et le plaisir de découvrir. Bref, cet ouvrage, comme les autres ouvrages de Strauss, unit une forme un peu ennuyeuse en apparence à une pensée profonde et subtile, à un contenu brillant, étincelant, paradoxal, passionnant, qui satisfait et qui suscite les exigences les plus hautes et les plus démesurées, celles justement que la modernité affirme prétentieusement avoir dépassées. Modestie, humilité même de l'écriture et de la pensée, et démesure, désir sans borne et satisfaction très grande, mais incompréhensible et incroyable même à qui n'en fait pas l'expérience. Surtout Strauss, par cette forme si profondément et si subtilement liée à ce contenu, fait la connaissance et il contraint le lecteur à la faire. S'il veut comprendre ainsi, dans ce processus extérieur qu'est la publication de la pensée et la lecture par définition extérieure du lecteur, Strauss trouve-t-il le moyen d'introduire de quoi faire naître un processus tout intérieur de surgissement de vérité par le travail de la pensée. Telle est, à notre sens, la signification première de l'écriture ésotérique qu'il met en évidence chez les penseurs du passé, en limitant lui-même par nécessité de cette écriture ésotérique, qui est la thèse de ce livre, dont nous venons de laisser entendre qu'elle n'est pas purement et simplement une technique extérieure d'écriture, nous devrons bientôt dire quelques mots. Disons dès maintenant que la thèse de cet ouvrage peut être présentée de la manière suivante. 1. Il est nécessaire, pour parvenir à l'intelligence de certains textes du passé classique et moderne, de faire l'hypothèse que leurs auteurs ont caché leurs opinions les plus profondes derrière l'apparence d'opinions orthodoxes ou d'une hétérodoxie encore tolérable, nécessairement variable. La cause prochaine d'une telle écriture ésotérique ou d'un tel art d'écrire est la persécution, l'interdiction de la recherche indépendante par laquelle se définit la philosophie. Si Maïmonide dans son guide, Halévy dans son Kazuri et Spinoza dans son traité théologico-politique en sont de remarquables exemples, il ne fait aucun doute pour Strauss que cette pratique d'écriture remonte à Platon, d'où l'intérêt de l'appendice qui donne, entre autres choses, des règles pour la lecture des dialogues de Platon. 2. Cependant, Strauss nous fait également entendre qu'il se pourrait bien que cette situation de persécution soit la manifestation de la condition naturelle des rapports entre philosophie et politique, c'est-à-dire entre la philosophie et les autres hommes. Il nous conduit ainsi à nous demander si l'harmonie apparente que connaissent les sociétés démocratiques et libérales, et qu'elles connaissent seules, n'est pas plus de l'ordre du discours que de l'ordre des faits. Il est bon de se souvenir que cette persécution existe ailleurs encore de nos jours, et si le nazisme n'existe plus, ce n'est pas le cas pour le communisme. Assurément, il n'y a pas de persécution dans les démocraties occidentales. La philosophie est même largement publique. Cela signifie-t-il que tous les membres de ces sociétés vivent rationnellement et n'ont peur d'aucune vérité? Il semble bien qu'il faille réviser à la baisse un certain nombre de prétentions concernant la diffusion des Lumières. Il semble bien que cela résiste et que cette résistance soit constitutive de la condition humaine. En d'autres termes, en nous rappelant que les classiques et même les grands philosophes modernes que sont Hobbes, Spinoza ou Rousseau ne se faisaient pas d'illusions sur la possibilité de combler la distance entre les philosophes et le peuple. Strauss nous contraint à nous demander s'il n'avait pas raison. Ce n'est donc pas seulement en période de persécution que l'art d'écrire se révèle nécessaire. 3. Mais aussi l'art d'écrire est peut-être nécessaire non seulement à cause du contexte politique de la philosophie, mais à cause de la nature même des problèmes fondamentaux et de la recherche de la vérité à leurs propos. Cela implique que la transmission de la philosophie ne peut s'accomplir sans des stratagèmes dialectiques permettant à la fois de sélectionner les élèves et de les dégourdir. C'est en quelque sorte les règles de l'esprit de finesse dont les principes ne sont pas palpables et gros. Mais auparavant,
nous voudrions revenir au caractère de l'ouvrage. C'est un ouvrage d'histoire, un livre d'historien et même un livre d'historien sur la méthode de l'histoire. Autrement dit, un livre qui semble et qui a un sens qui est bien conforme à ce que l'on peut attendre d'un érudit moderne. Il est peut-être important de le souligner dans la mesure où Léo Strauss a abouti à une critique radicale des opinions sur lesquelles notre tête repose le plus tranquillement du monde, dans la mesure où il met en cause les croyances les plus fortes de la modernité. C'est ainsi que Strauss oblige à reconnaître comme non évidente la croyance selon laquelle, par exemple, dans le domaine politique, la démocratie est une chose qui va de soi, une chose évidemment bonne, ainsi que la croyance au progrès ou à une tolérance non réfléchie. Or, le progressisme semble bien la chose qui s'identifie le mieux avec le mouvement de la modernité politique, mais surtout du côté des opinions intelligentes, il remet en question les opinions qui régissent les universitaires et les intellectuels en général. Ainsi, et c'est la thèse de ce livre, il affirme qu'il n'y a pas une harmonie évidente entre la philosophie ou la connaissance et la politique, entre la science et la société, entre le peuple et les Lumières, c'est-à-dire que cette harmonie, qui semble évidemment bonne, n'existe peut-être pas, ce qui n'est pas sans conséquence tant pour la communauté politique que pour la philosophie. La croyance en cette harmonie ne signifie pas que cette harmonie existe, et il n'est même pas sûr que si cette harmonie devenait d'une manière ou d'une autre effective, cela soit une bonne chose, tant pour l'activité philosophique que pour la vie politique. Ainsi encore, il affirme que les plus grands penseurs de la philosophie que la modernité a naturellement tendance à s'approprier pour s'en faire des précurseurs, ne croyaient pas à cette harmonie, et qu'en conséquence ils cachaient leurs opinions les plus sérieuses aux vulgaires et ne les révélaient qu'à une élite. Nous autres lecteurs modernes, qui vivons sous la tyrannie de la sincérité, nous avons beaucoup de mal à penser qu'un écrivain a pu vouloir tromper, et croyant à l'évidente bonté de la diffusion de la connaissance, il nous est extrêmement difficile d'accepter qu'un écrivain ait pu vouloir tromper le plus grand nombre de ses lecteurs. Cela nous semble scandaleux. Enfin, Strauss laisse entendre que les anciens, et en général les classiques, que nous autres modernes, héritiers de la rupture délibérée avec les anciens, avons tendance à croire dépassés, pourraient avoir quelque chose à nous dire qui n'aurait pas seulement un intérêt historique, un intérêt pour les amateurs d'antiquité. Nous les croyons dépassés tant que nous partons de l'opinion selon laquelle ils n'ont de vérité qu'historique. Autrement dit, Strauss met en question un des préjugés les plus forts de la modernité depuis Machiavel et Descartes, celui selon lequel la philosophie moderne est supérieure à la philosophie classique, c'est-à-dire antique et médiévale. Car quand bien même les intellectuels, mais l'existence de cette catégorie sociologique est-elle une caractéristique de la modernité, pensent d'un côté que les anciens, s'ils sont bons, n'ont pu soutenir des choses contraires à ce que les modernes ont affirmé. Ils sont néanmoins tout à fait certains du dépassement des anciens ou de leur désuétude, ne serait-ce que parce que les temps changent. Mais que les temps changent, ce n'est pas une découverte de la modernité, et cela surtout n'empêche pas que peut-être les hommes et la condition humaine ne restent profondément identiques. Cependant, cette observation de bon sens se trouve curieusement être paradoxale aujourd'hui. Pourquoi ? C'est que la notion de la supériorité des modernes sur les anciens a fait place au règne de l'historicisme, selon lequel il n'est de vérité qu'historique, si bien qu'il semble aujourd'hui aller de soi que non seulement les temps passés ont passé, mais encore les pensées passées. Ce préjugé dont on peut tester le caractère de préjugé à la candeur à laquelle il est affirmé et aux résistances qu'il engendre, devant toute contestation, même simplement hypothétique, Strauss le conteste et montre vigoureusement et très clairement combien il fait obstacle à l'exercice d'une pensée libre et indépendante. Strauss exprime ce que l'on peut tenir pour la question la plus fondamentale qu'il a examinée de la manière suivante. Cette question porte sur la légitimité de l'approche moderne, sous toutes ses formes, en tant que distincte de l'approche classique. Elle redonne vie, après plus d'un siècle de silence, à la question connue sous le nom de querelle des anciens et des modernes, qui est généralement supposée avoir été résolue sinon par Newton ou Rousseau, du moins par Hegel. De tous les préjugés modernes dont Strauss nous permet de nous délivrer en les examinant, le moindre n'est pas enfin celui selon lequel le problème théologico-politique n'existe tout simplement pas et n'a existé qu'à cause de l'arriération obscurantiste des temps passés. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles les textes qui font l'objet des analyses des 3 derniers chapitres de La persécution et l'art d'écrire
à savoir le Guide des égarés de Maïmonide, le Kuzari de Yehuda Halevi et le traité théologico-politique de Spinoza sont des ouvrages qui traitent tous de la religion et des commandements divins et humains en liaison avec la possibilité d'une vie sans commandement, c'est-à-dire la vie philosophique ou la vie théorique, contre laquelle se prononcent superficiellement et exotériquement les deux premiers. Assurément, et d'autres ouvrages de Strauss nous le montrent, le problème de la relation entre la religion et la politique et celui de la relation entre la théologie et la philosophie ne peut être considéré comme résolu. Autrement dit, si ce problème existe, et s'il est un problème fondamental, c'est-à-dire un problème auquel s'attache et s'attaque la philosophie en tant que telle, alors prétendre l'avoir résolu, ou ce qui revient en fait au même, prétendre pouvoir le laisser de côté, est une vantardise du type de celle de ces gens politiques, poètes et artisans que Socrate a examiné après que l'oracle de Delphes l'eut désigné comme le plus sage des hommes de son temps. Ils prétendent savoir ce qu'ils ne savent pas. Ils sont dans la double ignorance dont parle Alcibiade majeure. Mais le fait symétrique d'embrasser une foi n'est pas non plus une solution philosophique de ce problème qui est philosophique en tant qu'il est un problème fondamental. Ce qui semble impliquer qu'on ne peut pas passer de la philosophie à la religion ou qu'il n'y a pas de philosophie religieuse. La religion n'est pas la philosophie et elle ne résout pas philosophiquement les problèmes fondamentaux de la condition humaine. Peut-être est-il important de souligner ce point à l'heure où d'un côté on se contente de regarder le problème de l'extérieur quand on ne le nie pas purement et simplement, et dans la mesure où de l'autre on s'embrasse avec plus ou moins de ferveur une foi traditionnelle, juive ou chrétienne, que l'on redécouvre individuellement plus qu'on ne l'approfondit. On approfondit la foi traditionnelle, car nos pères n'avaient déjà plus la foi, et la foi est inséparable de la tradition. Mais la tradition classique n'opposait pas, comme nous, sommes enclins à le faire immédiatement depuis Kant, la foi et la raison. Le rationalisme de Maïmonide et de Thomas d'Aquin, pour ne citer qu'eux, est incontestable. Leur adhésion à une foi tout autant. Il y a ici quelque chose à penser, d'autant plus que la raison semble l'emporter au fond. De plus, cette redécouverte de la dimension religieuse de l'homme se fait bien souvent sur la base des préjugés modernes. À ce propos, ce que Strauss nous dit dans d'autres ouvrages au sujet d'Hermann Cohen et de Rosenzweig et de leur importance spirituelle dans sa propre jeunesse est précieuse, au même titre que ce que l'on peut dire par exemple et tout particulièrement de Scholem. Le mouvement suivi par le paragraphe précédent donne peut-être une idée de l'ampleur et de la portée des analyses de Strauss dès ce livre et de l'enchevêtrement subtil du travail scientifique de l'historien et de la pensée des problèmes fondamentaux propres aux philosophes que l'on y trouve. Cela justifie de parler à propos de Strauss d'un vrai philosophe et non seulement d'un historien. Mais il s'agit d'abord d'un ouvrage d'histoire, et assurément la forme des ouvrages de Strauss est surtout celle d'un commentateur, d'un historien de la philosophie, même si cette forme s'écarte quelque peu de la forme typique. Il y aurait pas mal de choses à dire à propos de la relation de Strauss à l'histoire. Mais ici, il s'agit de savoir comment il faut lire les textes du passé classique et du passé moderne. Il s'agit d'un problème de méthodologie historique ou de règles d'herméneutique. Il faut souligner la parenté et à la fois la distance qui lie Strauss à quelqu'un comme Gadamer, qui est son strict contemporain. Gadamer est né en 1900, Strauss en 1899. La comparaison de leurs points de vue serait fort instructive. On ne peut qu'être frappé devant le silence qui entoure en France des noms comme celui de Gadamer, de Strauss, de Howitt, dont les travaux sont de très haute volée. Faut-il donc à tout prix s'accrocher à la tradition française ou lorsque c'est impossible, comme ce fut le cas avec l'étrange faveur dont jouit Heidegger dans notre pays, affirmer que nous avons suivi des voies comparables? Que notre tradition soit riche, ce n'est pas une raison pour ne pas connaître et d'abord pour ne pas traduire. Strauss, autrement dit, s'il fait bouger des opinions reçues, emprunte cependant une voie qui semble tout à fait conforme aux opinions modernes sur l'objectivité scientifique. Car il est assez clair que les penseurs classiques qui nous invitent à redécouvrir avec lui, ni ne sont des historiens au sens moderne de ce terme, ni n'éprouvent le besoin de recourir à l'histoire. L'étude de l'histoire ne fait pas partie du cursus d'études que doit suivre le gouvernant philosophe de la belle cité au livre 7 de la République de Platon. Conférer également le mot d'Aristote, la poésie est plus philosophique que l'histoire. Et la réflexion que l'histoire suscite chez Strauss
dans son analyse extrêmement poussée et passionnante de la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens de Thucydide dans le chapitre 3 de La Cité et l'homme. C'est dans la modernité que le besoin d'histoire et que la promotion de l'histoire se sont développés. Strauss, par là, ne semble aucunement être un philosophe ou quelqu'un qui semble vouloir dire des choses importantes. Il paraît plutôt emprunter la voie des érudits, la voie du spécialiste. On ne peut comprendre cela convenablement si l'on ne met pas en relation avec la vulgarisation de la philosophie aujourd'hui et avec le fait que la philosophie est non seulement devenue très politique, mais cela en aucune manière au sens de la philosophie politique, mais encore publique et officielle, alors que la philosophie dans le monde classique était fondamentalement une activité privée. Et cela implique de réfléchir aux problèmes des anciens et des modernes, et aux problèmes de l'écriture ésotérique, ou aux problèmes de la transmission publique, de la philosophie, ou encore à la question littéraire. La réflexion sur la question littéraire n'est autre selon Strauss que la réflexion sur le rapport de la philosophie et du pouvoir politique. Et elle est au cœur de son œuvre dans son ensemble. On la trouve par exemple dans La Cité et l'homme, au début du chapitre 2 consacré à la République de Platon. Le problème historique auquel cet ouvrage tente d'apporter très prudemment et très scientifiquement une solution toute expérimentale est le problème de l'interprétation des textes philosophiques, et en particulier ceux du passé classique. Tous ceux qui se sont penchés sur les textes philosophiques de quelque époque qu'ils soient n'ont pu s'empêcher de remarquer qu'ils étaient écrits d'une manière différente. La philosophie semble toujours se présenter d'une façon singulière, à la différence du discours des poètes ou des politiques, ou des prophètes ou des hommes religieux en général, ou même tout simplement des autres hommes. Si tous les non-philosophes parlent en général de façon assertorique, pour ne pas dire dogmatiquement, le philosophe lui commence autrement. Il commence comme le personnage du philosophe dans le Kuzari, par une négation, par une critique, par une rectification de l'opinion antérieure ou dogmatique. Il commence par n'être pas d'accord. Le philosophe est d'abord en désaccord. Et ce désaccord de principe est lié à son caractère de recherche. Le philosophe ne sait pas, ou il sait qu'il ne sait pas. Cependant, cette signification originelle de la philosophie, dont Socrate est l'exemple type, semble être corrompue. Elle semble être devenue sociale. Qui sait si Strauss ne tente pas tout simplement de la retrouver? Les temps modernes, en même temps qu'ils ont vu le surgissement d'une science d'ingénieurs prodigieusement efficace, ont vu la construction de systèmes de philosophie de plus en plus totalisants, de plus en plus achevés, au point que le système hegelien a voulu effectivement transformer la philosophie en savoir. Peu de temps après la naissance et le développement de la science moderne, la philosophie de l'histoire apparaissait qui, tirant les conséquences de la séparation de l'homme et de la nature liée à la science naturelle moderne, a tâché de penser l'autonomie de l'homme et de l'action humaine par rapport à la nature. Cette philosophie de l'histoire a d'abord été une philosophie du progrès de la raison dans l'histoire ou d'un évolutionnisme, puisque l'homme et son action constituent une sphère autonome de la réalité. Il était logique qu'une philosophie de l'histoire, voire qu'une science de l'histoire, apparût qui permettrait de saisir le sens de l'action de l'homme. Mais la première philosophie de l'histoire se fondait sur l'idée de progrès et sur la conviction a priori de la supériorité du présent sur le passé. Par là, elle a caricaturé le passé. Elle n'a donc pas satisfait aux exigences de la rationalité, faisant une essentielle pétition de principe. Elle présuppose le caractère dépassé du passé. Or, l'idée de progrès, dans la mesure où elle se prétend liée à la science, aurait dû engendrer une connaissance véritable du passé pour satisfaire à la rationalité dont elle se réclame. Le romantisme, le premier à critiquer l'évolutionnisme du XVIIIe siècle. Le positivisme a ensuite favorisé le développement d'une science de l'histoire qui serait science au sens des sciences de la nature. Et tout comme la science de la nature positive recherche la légalité des phénomènes naturels, la science de l'histoire devait rechercher la légalité des phénomènes historiques. Cela a donné lieu à des recherches très importantes, de plus en plus importantes, puisque l'histoire est progressivement devenue une rivale de la philosophie, voire s'est imposée à la philosophie dans la mesure où la philosophie n'est plus désormais généralement conçue que comme historique ou comme historiquement conditionnée. La science positive de l'histoire a recherché les critères de l'exactitude historique et les conditions de l'objectivité historique. Strauss rappelle ce qui concerne l'interprétation des textes philosophiques dans le chapitre 2 de cet ouvrage. Chaque période du passé, exige-t-on, devait être comprise en elle-même et ne devait pas être jugée à l'aune de critères qui lui sont étrangers.
Chaque auteur doit autant que possible être interprété par lui-même. On ne doit utiliser dans l'interprétation d'un auteur aucun terme d'une importance quelconque que l'on ne puisse traduire littéralement dans sa langue, et qui n'utilisait pas ou n'était pas d'usage assez courant de son temps. Enfin, et surtout, les seules présentations des opinions d'un auteur que l'on puisse accepter pour vraies sont en dernière analyse celles qui sont confirmées par ses propos, par ses propres énoncés explicites. C'est nous qui soulignons. Les deux premières règles sont fondamentales et Strauss les appliquera toujours à la différence de bien des commentateurs modernes. Mais la troisième implique l'impossibilité de la lecture entre les lignes, l'impossibilité de parler d'un enseignement implicite ou ésotérique. Et le but de la persécution de l'art d'écrire est justement de montrer la pertinence de la lecture entre les lignes. Bien entendu, la formulation de la troisième règle se comprend. Il s'agissait d'empêcher de projeter sur un auteur du passé des opinions qui n'étaient pas les siennes, de garantir l'objectivité historique. Mais cette troisième règle repose sur l'opinion selon laquelle il n'y a pas de tension entre la connaissance et la politique. Elle repose sur la négation du problème de la transmission publique de la philosophie ou du problème de l'écriture de la philosophie. Autrement dit, cette règle empêche de voir le problème de l'art d'écrire et ainsi de comprendre les déclarations explicites des philosophes anciens et modernes au sujet de l'inégalité des hommes devant la sagesse. L'importance de cette règle a été considérable dans la mesure où elle a fait oublier des procédures d'écriture et de lecture qui étaient auparavant assez bien connues, au point que Strauss peut écrire « Je tiens bon nombre de commentateurs actuels pour beaucoup moins perspicaces que les lecteurs vulgaires du XVIIe siècle ». Autrement dit, le privilège accordé à la science au sens moderne de ce terme tente à faire disparaître l'intelligence du sens commun naturel. En outre, et c'est sur ce point-là chose la plus notable, jusqu'au XVIIe siècle et au-delà, les textes sont très nombreux qui signalent le problème d'un art d'écrire et d'un art de lire, et les déclarations de penseurs importants concernant l'éventualité d'une écriture ésotérique sont fort nombreuses. Le texte le plus célèbre est le Phèdre de Platon, ainsi que la lettre 7. Mais le mot de Hobbes, Polatim eruditur vulgus, ou la règle de Spinoza, de ad captum vulgi loci, sans parler d'autres formulations très explicites du même Spinoza, ne peuvent être oubliées. Autrement dit, cette règle conduit à tenir pour négligeable de telles déclarations et ainsi peut-être à se fermer le chemin de l'interprétation convenable. En outre, si une sociologie de la philosophie est nécessaire à cause de la spécificité de la philosophie, alors le problème de l'écriture ésotérique est fondamental pour comprendre la philosophie. Bien entendu, s'il n'y a pas de spécificité de la philosophie parce qu'il n'y a pas et qu'il ne peut y avoir de discours scientifique ouvré sur des thèmes fondamentaux, alors il n'y a pas à se soucier des problèmes fondamentaux, il suffit de vivre comme on choisit de le faire. Chacun est libre et toutes les valeurs sont acceptables. Cependant, il est peut-être assez clair que cette dernière affirmation n'est pas très élevée ni même tellement conforme à la vérité. Ne peut-on cependant constater une étrange relation entre l'adhésion à une telle proposition et une certaine attitude scientifique à propos des problèmes politiques? Les opinions les plus généralement partagées dans les sciences sociales ou même dans la philosophie en général ne s'accompagnent-elles pas le plus souvent d'une adhésion à une certaine version de la démocratie libérale moderne, la version la moins élitiste pour parler avec une certaine retenue? Et n'est-il pas assez clair que d'un tel point de vue, il ne peut exister de problème de la transmission de la connaissance? S'il faut comprendre un auteur en lui-même, en prenant garde de ne pas utiliser une terminologie plus tardive, il faut assurément tenir compte le plus soigneusement de tout ce qu'il dit. Or, beaucoup d'auteurs classiques parlent d'écriture ésotérique. Ces déclarations sont de la plus haute importance puisqu'elles indiquent une manière de lire qui implique que la pensée importante d'un auteur pourrait très bien n'être jamais explicitement formulée ou qu'elle pourrait être formulée par un personnage plutôt antipathique qui apparaît dans ses livres. Autrement dit, elle permettrait de contester la validité de la troisième règle, celle qui exige une formulation explicite. Et cela nous permet de nous interroger sur le présupposé d'une telle règle, qui est précisément l'opinion selon laquelle il n'y a pas de tension essentielle entre l'activité philosophique et la politique. Or, cette opinion est une opinion récente, elle n'est manifestement pas celle de Platon, ni celle de Maïmonide, ni de Yehuda Halevi, ni de Spinoza. Par exemple, Platon, République 494a. Par suite, il est impossible que le peuple soit philosophe. Mais il semble y avoir un accord général entre les philosophes classiques